Allô à tous, j'espère que vous portez bien. Cédric Envam, host du podcast pour les entrepreneurs, podcast dédié au développement des startups et des PME et aussi au débat sur les questions qui fâchent, donc les questions qui ont en lien avec les entrepreneurs. Je reçois aujourd'hui Yannick Ebibié. Yannick Ebibié est le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon. Avec Yannick, on aborde la question du rôle décisif des incubateurs dans le développement des startups, des PME et des grandes entreprises. Yannick nous partage son expérience. Je vous en dis pas plus. À tout de suite. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour Cédric. Ouais. Non, je suis très content d'être là. Ouais. Pas mal content. Surtout, je veux préciser que je suis dans les locaux de la SING. Très bel endroit, magnifique. Merci. Avec, quand je suis arrivé, j'ai vu des gens en train de bosser et tout ça. Oui, on a été pas arrêté. On sort des vacances là. On a repris depuis la semaine dernière. Et donc là, on est en train de se préparer pour la suite des événements, quoi. Comme je disais, l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite qu'on discute quand même de la SING en partie, mais surtout des incubateurs aujourd'hui. Comment est-ce que vous positionnez? Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est sûr que dans notre environnement, il y a des gens qui comprennent pas forcément. Mais oui. Mais je vois d'ailleurs que récemment, tu as fait un effort de pédagogie. C'est ça. Pour pouvoir dire aux gens ce qu'on fait, ce que vous faites. Où est-ce que vous en êtes, etc. Surtout, c'est sur ton conseil. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. On avait une discussion. Je crois que c'était là, la dernière fois qu'on s'est vu à France là. Tout à fait, tout à fait. Tu m'avais dit, voilà, prends le temps juste de faire comprendre aux gens. Et c'est dans cette démarche là que je suis. Et d'ailleurs, c'est quoi, je te remercie d'ailleurs de me donner l'opportunité, à travers ce podcast là, de bien expliquer c'est quoi l'intérêt d'un incubateur, etc. Super. Donc, Yannick Ebibié, c'est qui? Alors, Yannick Ebibié, plusieurs volets. Je suis le fils de mes parents. Hein. D'accord, déjà, ouais. Gabonais. Quoi, il faut que je me présente sur. Ouais, écoute, c'est toi qui vois. Hein, juste qu'on sache un peu qui tu es, et après on va enchaîner. C'est vrai. Alors, je suis le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon. C'est une société qui a été créée en 2018, avant la création de la SING. Donc, je suis le premier directeur général. J'ai mis tout en place avec l'appui des actionnaires et du partenaire du ministère de l'économie numérique. Mais avant ça, j'étais directeur de la stratégie et du marketing à l'Agence nationale de promotion des investissements. Ça aussi, c'était un passage de à peu près 2 ans et demi. Intéressant parce que là aussi, c'était créer une structure qui n'existait pas, qui devait devenir le premier guichet unique au Gabon, qui permettrait de créer une société en 48 heures. Et avant ça, avant la NPI, j'ai été consultant. D'abord pour Performance Group au moment de la mise en place du plan stratégique Gabon émergent. Et avant ça, j'ai passé, on va dire 8 ans de ma carrière aux États-Unis. Au dernier poste, j'étais en fait responsable des programmes au département de commerce de la ville de Philadelphie. Et puis avant ça, c'était les études. Donc, j'ai eu mon bac, moi, au collège Bessieux. Premier cycle lycée d'application. Et après ça, donc, je fais une prépa au Centre franco-américain de management de Lyon, où j'ai été en fait, ensuite accepté à la J. Fox School of Business de Temple University à Philadelphie. Donc, là-bas, j'obtiens un double diplôme. Donc, un master en entrepreneuriat et un diplôme en marketing international du Centre franco-américain de management. Et j'ai complété tout ça avec une expertise en génie service et industrie de l'école centrale de Paris en 2012. Voilà. Ça c'est sur le plan académique. J'ai aussi un certificat en management des organisations publiques de Sciences Po. Paris. Voilà. Donc ça c'est un peu la formation académique. À part ça, j'adore danser. Je suis marié à Audrey qui m'accompagne déjà depuis plus de 19 ans et voilà. Et récemment, tu as créé une fondation? Oui, récemment avec des amis et des cousins, on a créé une fondation qui s'appelle François Meillet pour l'éducation et la culture. Donc c'est une fondation qui fait la promotion justement de l'éducation, de la bonne éducation. Et la vocation qu'on s'est donnée, c'est de pouvoir permettre à plus de 2 millions de personnes d'avoir accès à une éducation de qualité, de mettre dans des bonnes conditions les enseignants et faire la promotion un peu de l'excellence en termes d'éducation et en termes de culture. Voilà.
Donc, du coup, je vois que tu as une histoire un peu avec l'entrepreneuriat quand même déjà. Mhm. Tu disais, aux États-Unis, tu étais un peu déjà dans cet environnement-là. Oui. Et donc, c'est là-bas que ça commence ou c'était avant, quand tu étais étudiant ou bien quand tu étais élève que tu as commencé à t'intéresser à l'entrepreneuriat, ou c'est là-bas que ça commence, ça continue à la NPI et ensuite à la SIG. C'est quoi un peu ton rapport à ça? Mon histoire avec l'entrepreneuriat, c'est que je pense que depuis tout jeune, j'étais dans l'entrepreneuriat sans réellement mettre des mots. OK. En réalité, la première fois que j'ai vraiment entendu le mot entrepreneuriat, c'était lors de mon premier stage aux États-Unis, Grand Alley, New York. Et on était en train de discuter avec mon ami, il s'appelait Mohamed Diop, si un jour il m'entend. Et on était en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on sera intégré à Temple University à Philadelphie. Hein. Donc c'était l'année un peu, on doit faire des stages après notre année de prépa. C'était Okay. le stage avant de pouvoir rentrer dans l'école de commerce. Et donc à l'époque, moi j'étais en train de penser plutôt à la comptabilité, à la finance. C'était un peu à l'époque des traders, tout ça. Et Ouais. puis mon père c'est un comptable. Donc j'étais en train de me dire ouais, je peux peut-être faire de la comptabilité. Et là il a ouvert en fait le livre des cours qui était offert à l'université et puis il y avait marqué entrepreneurship. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Et là, il m'a parlé d'entrepreneuriat, mais c'est génial, c'est pouvoir régler des problèmes, etc. Et là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était en phase avec ce que j'ai toujours fait. C'est qu'en fait, depuis que j'étais gamin, je me suis toujours posé la question de comment créer de la richesse. Parce que tu vois, les midis, je voyais toujours des gens qui venaient chez nous pour demander de l'aide à mon père, tout ça. Et je me demandais mais pourquoi ils sont pas autonomes, etc. Ouais. Et en grandissant, j'ai compris en fait que pour être autonome, il faut pouvoir créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut créer des entreprises. Et ensuite, j'ai compris aussi que dans l'entrepreneuriat, il y a de l'entrepreneuriat pour créer de la richesse. Et puis, il y a de l'entrepreneuriat pour régler des problèmes sociaux, dans l'entrepreneuriat social, etc. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de faire des études dans ce sujet-là et que ça a, en fait, finalement, orienté toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui. OK. Donc, du coup... Après, si tu me permets aussi. Ouais, vas-y. Et puis après, dans ma vie aussi, j'ai expérimenté. Hein. Mon père, en fait, c'est un comptable. Il a travaillé au Trésor public. Mais à un moment donné, j'avais un oncle qui s'appelait Jean-Jacques Econ, qui avait monté une société qui s'appelait Michel Service, une société de nettoyage. Et mon père l'avait suivi dans cette aventure-là. Et là aussi, là, je me rappelle, j'avais à peine 7 ou 8 ans. Et je voyais justement mon père et mon oncle, donc Jean-Jacques, s'activer pour faire tourner la boîte, etc. Et je me rappelle déjà, ça m'impressionnait. Donc, gamin, déjà avec mes frères, on s'amusait même à jouer justement aux entrepreneurs justement, à répondre à des marchés, le client qui se plaint, les employés qui ne sont pas... Voilà, donc ça déjà, ça m'a mis les études de cas, quoi. Voilà, depuis 6-7 ans, j'observais ça. Donc, je pense que ça a dû influencer ensuite mon choix de carrière. Ok, super. Donc, du coup, un incubateur, c'est quoi? Parce que on dit que les incubateurs sont là pour accompagner les entrepreneurs. C'est quoi un incubateur et à quoi ça sert? Alors, un incubateur, c'est un espace où il y a des programmes d'incubation. D'accord. Donc, il faut bien faire la distinction entre un programme d'incubation et un incubateur. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs formes d'incubateurs. Exact. Ok. Voilà. Ok. Donc, un incubateur, c'est en fait un espace qui a été créé pour permettre de baisser les barrières à l'entrée pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, ces incubateurs-là, en fonction du secteur, en fonction de la thématique, en fonction des objectifs que se fixent les promoteurs, cet incubateur va donc proposer des programmes spécifiques. Faut comprendre que les premiers espaces comme ça ont été développés en 1958, déjà aux États-Unis, et c'était dans le domaine de l'agriculture. Donc, c'était pour amener les agriculteurs à montrer des structures. D'accord. Plus récemment, les incubateurs tels qu'on les connaît maintenant, on va dire c'est à la fin des années 90, depuis 2000 qu'on a commencé à voir apparaître donc ces espaces-là où on va mettre donc à la fois de la logistique, on va mettre des bureaux, des équipements pour permettre justement aux personnes de pouvoir baisser les risques d'échec au moment où ils se lancent. D'accord. Ok. Et en fait, aujourd'hui, donc tu dis dans les années 50, des années 90, est-ce que finalement le pari a été tenu? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tous les entrepreneurs, par exemple, qui ont envie d'être des entrepreneurs à succès, doivent passer par des incubateurs? Alors, il y a des chercheurs qui se sont posés sur la question. Ce qu'on a quand même réalisé, c'est que les entrepreneurs qui passent par des incubateurs
ont un taux de survie beaucoup plus élevé que de ceux qui passent pas. D'accord. Tu as 80% à peu près, de manière mondiale, 80% des entreprises qui meurent avant 5 ans. Ben, on voit que ce taux de casse-là, il est moins élevé lorsque vous regardez les entrepreneurs qui passent par les incubateurs. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut passer par un incubateur pour réussir? La réponse est non, parce que l'incubateur n'est qu'un paramètre. D'accord. OK? Mais lorsque vous passez par un incubateur, vous réduisez les chances d'échec au démarrage. D'accord. Un incubateur, c'est vraiment intéressant au moment où vous démarrez. Mais ensuite, pour faire survivre, pour faire développer, là, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. L'un incubateur ne pourra absolument rien pour vous. D'accord. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, et les commentaires, les articles que je lis à gauche, à droite, c'est que, tu vois, à partir un peu après 2005, on a eu une hype autour des incubateurs. Je prends l'exemple du Gabon, par exemple. Je me rappelle que en 2009-2008, tu vois, il y a eu toute une ferveur autour de ce concept, et après qui a été matérialisé par certaines structures. Et je me pose la question effectivement de dire, est-ce que c'est justifié? C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, dans l'environnement gabonais, est-ce que on peut dire que les incubateurs ont eu, lorsqu'on regarde par exemple le taux de transformation des startups, ont eu donc l'impact qui était escompté quand on regarde l'investissement qui a été consenti et un peu la hype qu'il y a eu tout autour. Alors lorsqu'il y a un nouveau concept, si tu veux, il y a toujours une minorité qui comprennent réellement le concept, et puis on va toujours avoir des perditions. C'est-à-dire que quand tu dis en 2005, moi je suis aux États-Unis à cette époque-là, et effectivement il y a des incubateurs dans chaque université. Et lorsqu'on va dans des incubateurs, il y a plein de gens. Moi je me rappelle toujours de ce gars-là dans mon université. C'est-à-dire que c'était son idée pendant 3 ou 4 ans, ça changeait, parfois il échouait, etc., etc. Donc dans l'entrepreneuriat, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Donc des entreprises qui passent par des incubateurs, qui réussissent et qui échouent, c'est la nature même de l'incubateur. Et le but de l'incubateur, c'est justement d'entretenir et de créer cette émulation-là. Moi, quand je suis entré au Gabon plutôt en 2013, ce que j'avais compris, c'est que beaucoup avaient compris le concept d'incubateur, mais n'avaient pas encore maîtrisé les programmes d'incubation. D'accord. Donc, ce qu'on a bien fait pendant cette époque-là, c'est que quand même, on a réussi à créer une envie chez le jeune d'entreprendre. Et ça, c'est la première brique avant de pouvoir développer des startups qui deviennent des licornes. Il faut déjà qu'il y ait un environnement qui donne envie. Il faut avoir des exemples de réussite, des exemples d'échecs. Il faudrait qu'il y ait un buzz autour de cette thématique. Et je pense que au Gabon, on a pris ce tournant-là. Moi, je l'ai vu à partir de 2013-2014. Donc, c'était une bonne chose. Et maintenant, je pense qu'on est à cette étape où on a su faire c'est quoi des incubateurs partout en Afrique. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir aussi de manière globale. C'est pas seulement qu'au Gabon, partout dans le monde. C'est comment on arrive encore à faire en sorte que les incubateurs deviennent des déterminants beaucoup plus précis de la réussite d'une entreprise. Mais ça, c'est de l'ordre de la recherche. C'est des modèles qui se cherchent aujourd'hui. Il y a pas d'exemple dans le monde aujourd'hui de quelqu'un qui a une formule qui fait que 100% des projets qui l'accompagnent, on va dire, réussissent. Même si, comme je disais tout à l'heure, le rôle de l'incubateur, c'est pas de faire réussir un projet, mais c'est réussir à le faire démarrer, sans taux de casse, au moins sur les 2-3 premières années. Ok. Donc, est-ce que ça veut dire que donc il y a des incubateurs qui ont plus ou moins une approche classique, c'est-à-dire je reçois des incubés et je les forme, etc. Et j'essaie de faire maturer leur idée de projet avant de les faire ressortir. Donc, est-ce qu'on peut qualifier ces incubateurs-là de classiques, en griffe, et d'autres incubateurs qui ont une offre un peu plus complète sur une espèce de processus d'incubation ou une espèce de processus de maturation jusqu'au financement. Et aujourd'hui, comment est-ce que la SING se positionne par rapport à l'un ou l'autre des modèles, ou plusieurs modèles qu'il y a sur le marché, et comment est-ce que ça fait en sorte que ce soit déterminant par rapport à comment est-ce que vous travaillez? Alors, ce que tu as appelé modèle classique, effectivement, on pourrait appeler, en fait, si tu veux, c'est la structure de base d'un incubateur. C'est-à-dire que j'ai un espace avec des gens qui peuvent venir utiliser des bureaux, utiliser Internet, etc. J'organise de temps en temps des événements où les gens peuvent venir. Et puis, j'offre des formations d'appoint. D'accord. Okay. À partir du moment où vous avez mis ça en place, c'est le minimum. Okay. Par contre, ce minimum-là n'est pas souvent suffisant. Pour identifier des pépites.
et deux, pour réduire les risques d'échec au moment où elles vont se lancer. Et encore moins trois pour les amener à avoir un accès au marché. D'accord. Un peu. Voilà. D'accord. Et donc, par contre, les trois éléments que je viens de donner, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir l'accès au marché, pour pouvoir réduire les risques au démarrage et pour pouvoir aider spécifiquement une startup sur son métier, ça demande d'autres paramètres et c'est ce qui fait en sorte que justement, on a des incubateurs qui vont se spécialiser. D'accord. Ok, donc qui vont se spécialiser soit par métier, okay, enfin par secteur. Donc on va faire alors il y a ce type de base là, mais en plus je veux m'intéresser spécifiquement à l'agriculture. Pourquoi? D'accord. Parce que les agriculteurs, au-delà de toutes les difficultés classiques que peut avoir une entreprise, vont avoir des difficultés liées à leur secteur et donc si j'ai des experts, je pourrais le faire. Vous allez avoir des incubateurs qui vont également se spécialiser sur les zones géographiques parce que les incubateurs sont également des outils de développement économique. À la base, lorsqu'on installe des incubateurs, c'est parce qu'on veut régler des problèmes de développement économique, on veut créer des entreprises, etc. Donc là aussi, on peut regarder, ils vont dire, on va mettre des incubateurs dans telle zone pour permettre à cette zone-là de pouvoir créer des entreprises. Okay, et de plus en plus, après on voit aussi par exemple des incubateurs qui sont basés sur le genre, sur voilà. Et puis vous avez des incubateurs appuyés par le gouvernement, donc qui doivent pouvoir suivre des missions publiques. Et puis vous avez des incubateurs qui sont plutôt à but lucratif. Donc là, qui vont réellement aller rechercher des pépites, quel que soit le secteur, pour pouvoir en faire des profits. Okay. D'accord. Ok. Et la SING aujourd'hui, c'est Société d'incubation numérique du Gabon. Voilà. Alors, je vais répondre sur le nom et ensuite je vais répondre sur le modèle qu'on a. D'accord. En fait, moi, quand je suis arrivé, que j'ai parlé à mes actionnaires, j'avais souhaité qu'on appelle la SING la Société d'innovation numérique du Gabon. D'innovation. Parce que je partais du principe que l'incubation est l'un des processus de l'innovation. Donc, lorsqu'on fait de l'innovation, on peut faire de l'incubation, on peut faire de l'accélération. Voilà, ce sont les deux processus. Voilà, on peut faire il y a plein de choses. Donc, ça peut être société d'idéation. Voilà. Donc, en réalité, c'était innovation. Mais bon, on avait déjà préparé la piste circuit, etc. Les actionnaires ont dit que c'était quelque chose qu'on devait faire un peu plus tard. Voilà, donc c'est pour ça. Alors, quel est le modèle que nous on a au niveau de la SING? La SING, compte tenu du contexte dans lequel elle s'est créée, on a opté pour faire de la SING ce qu'on appelle un super hub. C'est dans les incubateurs, tu as ce qu'on appelle des super hubs. Tu as un incubateur, des structures qui font tout simplement qui font que des programmes d'incubation. Tu as des structures qui font que du coworking. D'accord. Tu as des structures qui font que de la formation. Donc nous on a un super hub où on va avoir tous ces services-là. Donc on va avoir des programmes d'incubation, des programmes d'accélération. On va avoir des services de coworking et puis on va également avoir des services d'assistance technique, donc comptabilité, etc. Et puis une digital factory, donc c'est-à-dire une structure qui est capable de développer des solutions. Donc ça c'est le modèle qu'on a installé au niveau de la SING parce que en 2018 il n'existe aucun incubateur dédié au numérique sur le territoire national. On a un écosystème à Libreville et à Port-Gentil qui est plus ou moins mature, mais surtout à Libreville. Donc, on s'est dit, on va mettre un super hub à Libreville pour stimuler justement l'écosystème et de faire en sorte que peut-être dans les 5 ou 6 années, on soit capable d'être beaucoup plus spécifique en fonction des besoins ou des obstacles qui vont se lever à ce moment-là. D'accord. Et en fait, la question, peut-être c'est une question qui est un peu, qui revient un peu, mais moi, j'ai envie de demander, quand on parle d'incubateurs, c'est quoi les indicateurs? Est-ce que c'est le nombre de startups qu'on accompagne à travers nos programmes, par exemple? Est-ce que c'est le nombre de financements qu'on arrive à faire lever à des entreprises qu'on a appuyées pour qu'elles soient matures? C'est ça. Est-ce que, etc. C'est quoi aujourd'hui? Quel est le langage aujourd'hui que les incubateurs ont pour pouvoir influencer l'extérieur et pouvoir en fait démontrer l'apport qu'ils ont aujourd'hui dans une économie comme le Gabon par exemple? Donc les indicateurs vont être déterminés en fonction des objectifs fixés par les promoteurs de l'incubateur. D'accord. Si on fait un incubateur avec un objectif de développement économique, c'est pas la même chose que quand on le fait à but lucratif ou à but social. D'accord. C'est la première chose. Nous, dans le cas de la SING et dans beaucoup d'incubateurs, l'une des choses qu'on va regarder, c'est le taux de survie. C'est-à-dire que combien
de temps les entreprises survivent après être passées par les programmes. Hein. Nous, à la SIG, on est dans un taux de survie de 76%. Donc, c'est quasiment la totalité, 76% d'entreprises qui passent par la SIG sont encore en activité 2 ans après être sorties de la SIG. D'accord. Vous allez également regarder, nous, un indicateur qu'on regarde, c'est la capacité d'autonomisation de la startup. Hein. Lorsque la startup vient chez vous, lorsqu'elle sort, est-ce qu'elle est capable d'être autonome, c'est capable d'exécuter de manière autonome son plan, ok. Donc là, qu'est-ce que nous on regarde? On a un taux d'exécution de son plan de développement qu'on va regarder, voilà, que la startup de moins en moins, au début, elle va avoir des taux d'exécution faibles et puis au fur et à mesure, ces taux d'exécution vont augmenter et se stabiliser. Lorsque ces taux d'exécution se stabilisent, ça veut dire que les outils sont maîtrisés et puis aller. Bien entendu, on va regarder le nombre de personnes, le nombre de startups qui ont été accompagnées. D'accord. On peut regarder le nombre de jeunes et de femmes qui ont été accompagnées. Le nombre de fonds mobilisés pour accompagner les startups, c'est un indicateur aussi important. Même si l'incubateur n'a pas vocation à financer les entreprises, il va généralement le faire à travers d'autres acteurs. Okay. Donc un incubateur aussi, ça fait partie des choses que les startups choisissent lorsqu'ils regardent un incubateur. Tout à fait. Est-ce que cet incubateur me permet d'avoir du réseau? Voilà, et voilà. Donc ça, c'est quelques indicateurs que l'on peut regarder. D'accord. Donc, effectivement, tu dis, les indicateurs n'ont pas vocation à financer les startups. Et c'est quoi le modèle aujourd'hui? C'est-à-dire le modèle optimal dans un environnement dans lequel on a des incubateurs, on a des fonds d'investissement, on a des fonds d'amorçage, etc. C'est quoi, j'imagine qu'il n'existe pas un modèle type, mais à quel niveau le travail de l'incubateur s'arrête sur son travail? Ou à quel niveau le travail de l'incubateur permet à la start-up d'aller, par exemple, vers un fonds d'investissement pour lever les financements. Je suppose que, par exemple, dans vos taux de transformation de start-up, c'est aussi peut-être déterminant dans le fait que les start-up survivent après des années d'existence. Tout à fait. Ouais. Alors, ça va varier au cas par cas, mais si je prends le cas du Gabon, l'une des gros problèmes que nous on a, par exemple, au niveau de la SIG, c'est-à-dire que il faudrait qu'une structure comme la SIG arrive à être autonome, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous arrivions sur nos fonds propres à générer jusqu'à 60-70% de revenus qui permettent de couvrir tous nos frais. D'accord. Okay. Et ces fonds propres-là nous donnent justement la liberté de pouvoir imaginer des programmes, de pouvoir étudier des services, imaginer des choses nouvelles. Ok. Mais on ne peut pas mener une politique nationale d'accompagnement des startups sans l'apport de l'État. D'accord. Okay. Donc c'est pour ça que il faudrait qu'au niveau du Gabon, il y ait une politique nationale en fait d'appui à l'entrepreneuriat, à l'innovation. C'est-à-dire que je suis un jeune Gabonais aujourd'hui et j'ai une idée, j'ai envie de matérialiser cette idée. Il faudrait que l'État puisse mettre à disposition des fonds qui me permettent d'expérimenter cette idée-là. Ok. Par ailleurs, ça se fait aux États-Unis, à la Silicon Valley, l'État met beaucoup de budget justement pour que l'on puisse imaginer des choses sur la santé, sur la défense. En France, on fait des prêts d'honneur, on fait des concours, plein de choses comme ça. Au niveau du Gabon, et en tout cas pour ce qui est de l'économie numérique, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, il faudrait justement que l'État puisse injecter un minimum de fonds. Bien entendu, il faudrait que ce soit contrôlé. C'est-à-dire qu'il faudrait que cet argent soit confié à des structures qui ont fait leurs preuves et qui ont une méthodologie avérée de suivi. Ce fonds-là va permettre donc d'identifier les meilleurs projets, les amener à un niveau de maturité qui nous donne la confiance qu'en réalité, elle sera capable ensuite d'aller attaquer le marché dont elle aura besoin. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là que va s'arrêter le travail de l'incubateur et qui sera le relais ensuite sera pris par les fonds d'investissement, les banques, les fédérations d'entreprises et les chambres de commerce. D'accord. Voilà. Donc nous, en tant qu'incubateur, on doit aller chercher le projet à son étape limite d'idéation. On doit pouvoir aider à structurer une offre, valider l'existence d'un marché potentiel, s'assurer que le porteur de projet a les capacités et le système de support autour de lui qui permettra de tenir la route. Voilà. D'accord. Et pour ça, donc il faut un peu d'appui de l'État. Et puis nous, on a choisi quand même d'avoir des fonds propres parce que ces fonds propres-là nous permettent justement d'être beaucoup plus innovants. D'accord. Et donc du coup aujourd'hui, si on peut dire peut-être dans la région Afrique centrale,
Et peut-être un peu plus au-delà sur le continent, quels sont les exemples de bonnes pratiques aujourd'hui? Alors, par exemple, tu parles d'un modèle tout de suite où on a d'une part l'État, qui peut-être à travers des fonds d'investissement, peut-être à travers un ministère en charge de l'entrepreneuriat qui fait quelque chose. On a les banques, on a les fonds d'investissement, etc. Si on peut dire aujourd'hui, quels sont des exemples de pratiques de bons pays, de pays qui ont mis en place un modèle qui marche? Alors, la bonne pratique, c'est que d'abord, l'État doit pouvoir créer, si tu veux, un environnement qui encourage tous les différents acteurs, universités, les grandes entreprises, les banques, à pouvoir justement aider à la mise en place de start-up. Parce que c'est un effort collectif. Ouais, tout à fait. C'est pas l'État seul qui doit créer les startups. Même les grandes entreprises doivent encourager les startups. Et quand je dis encourager, c'est plutôt collaborer avec. Faire confiance à ces startups-là. Tout à fait. Et donc, pour ça, il faudrait que l'État crée cet environnement. Comment l'État peut créer cet environnement? Certains ont créé des lois Startup Act, etc. Nous, dans le cas du Gabon, on a une bonne loi sur les PME, PMI, il faut voir. On a aussi une bonne loi aussi sur tout ce qui est mécénat. Donc, l'idée, c'est que l'État doit clairement faire passer le message que lorsqu'une entreprise encourage une startup, travaille avec une startup, elle pourra bénéficier des faveurs de l'État d'une manière ou d'une autre, ou bien elle sera encouragée. D'accord. Ok. Et donc, lorsque tu regardes les modèles qui existent, nous, le modèle de la SING, c'est un modèle qui fait école. C'est-à-dire qu'une société qui va proposer des services pour générer des fonds propres et qui, grâce à ces fonds propres, vont aider des startups à se mettre en relation avec des entreprises, soit en local, soit en international. Je crois que dans la sous-région, on est l'un des meilleurs incubateurs en termes de chiffre d'affaires de ce que l'on réalise. D'accord. En termes de qualité, de structure des programmes. Okay. Maintenant, d'autres modèles qui existent, ceux dont je parlais, moi je l'ai vu par exemple à Singapour. D'accord. Où vous allez avoir des incubateurs qui sont aidés par le gouvernement, qui ont un peu plus notre modèle. Et puis vous allez avoir les grandes entreprises qui aujourd'hui pour innover vont s'appuyer sur des startups. Ok. Et comment elles font pour identifier ces startups-là? Elles vont créer des programmes au sein de ces grandes entreprises-là. Ouais. Ils vont faire des appels à projets, ils vont financer de la recherche et développement, etc., etc. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pense qu'il faudrait arriver à faire au niveau du Gabon. D'accord. Et selon toi, quelles sont les perspectives effectivement quelles sont les perspectives déjà de ce secteur, donc tout ce qu'il y a aux incubateurs par rapport aux entrepreneurs, et en fait dans ces perspectives-là, quelles sont les erreurs finalement qu'il faudrait éviter? C'est-à-dire par exemple, nous sommes en 2023, maintenant 2024, on arrive à 2030, tu vois, au niveau international par exemple, on a tout ce qui est lié à l'autonomisation des jeunes, des femmes, etc. On a les objectifs de développement durable et on a un certain nombre de lois qui sont plus au niveau international et qui touchent aussi l'entrepreneuriat et finalement qui font en sorte que les incubateurs devraient avoir un rôle un peu plus prédominant dans la façon dont on s'assure que on fasse naître des champions nationaux et que les startups se développent. Ouais. Alors, c'est qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris ta question, c'est que les incubateurs vont jouer un rôle beaucoup plus important. C'est ça. Si je prends dans le cas du Gabon, et si je prends encore le secteur numérique, je connais bien, c'est que prenez la structure des économies en Europe aujourd'hui, les plus grandes entreprises sont des entreprises qui sont dans le service, qui sont dans le numérique. C'est plus les entreprises de pétrole, des mines, de bois, etc. Ouais. Donc, si nous, aujourd'hui, quand vous regardez la Fédération des entreprises du Gabon et que les plus grosses entreprises sont encore des entreprises des mines, du pétrole, etc., c'est qu'il y a un problème dans la structure de nos économies. Okay. Donc, ça veut dire que il va falloir donc que les entreprises gabonaises, surtout les plus grandes, se transforment. Okay. Et pour qu'elles se transforment, justement, il faudrait qu'elles aient des espaces d'expérimentation. Et ça, j'en profite donc pour dire que quand on parle d'incubateur, un incubateur n'est pas seulement là pour s'occuper des jeunes. Tout à fait. Un incubateur est là pour s'occuper de nouvelles idées. Ouais. Donc, il faudrait donc au sein des grandes entreprises qu'ils créent des programmes, des espaces d'incubation. Et c'est là où nous ça c'est notre travail, de travailler la SING, on travaille justement avec les entreprises pour voir, alors qu'est-ce qu'on peut créer comme programme pour amener justement les gens de votre entreprise à avoir des nouvelles idées, à expérimenter des nouvelles idées. Ouais. Comment on arrive à expérimenter tout ça sans perdre d'argent, en diminuant les risques ou sans détourner les gens de leur propre métier. Donc, il faudrait justement qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes entreprises, qui ait cette réflexion-là de se dire qu'est-ce qu'on peut créer comme programme, comme espace pour encourager l'innovation. Parce que l'économie dans laquelle on est en train de rentrer, donc l'économie de la révolution industrielle 4.0, c'est une révolution qui se passe sur la dématérialisation des échanges et des processus. Et c'est vrai qu'on a déjà pris du retard, mais il est temps
que l'on s'y mette. Et en plus, on a toutes les conditions aujourd'hui qui permettent de le faire compte tenu de l'infrastructure qu'on a, de la jeunesse, de la population que l'on a et de la situation géographique que nous avons. Ok. Du coup, Yannick, je pense qu'on est plus ou moins à la fin de notre entretien. Ouais. Est-ce que tu as un message à passer? Le message que je passerai, c'est pour toutes les personnes qui ont des idées de venir dans les incubateurs. D'accord. C'est des espaces intéressants pour se faire du réseau. C'est des espaces intéressants pour tester, expérimenter ses idées. D'accord. Et c'est des espaces intéressants pour apprendre. Donc, ne pas hésiter. Lorsque vous avez un projet, de venir vers des incubateurs, c'est vraiment bien. Et le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. On est dans un contexte où on va avoir un nouveau gouvernement. Il y a beaucoup d'espoir pour que les mentalités changent. C'est-à-dire qu'il y aura plus de passe-droit, moins de privilèges, faire beaucoup plus d'espace à la compétence et à la concurrence. Donc, dans ces cas-là, c'est important pour que chaque Gabonais, là où il se trouve, de se demander en fait qu'est-ce que je peux faire et comment je peux aider. Et là, les incubateurs sont également des espaces intéressants où vous pouvez justement venir pour découvrir qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pourrez aider dans ce Gabon nouveau-là. Et j'espère justement que si les autorités écoutent ton podcast, qu'ils comprendront en fait que de la même manière que au niveau de l'État, on fait des choses pour la santé, pour l'éducation. C'est important de faire quelque chose pour que les gens qui ont des solutions pour les problèmes de la cité puissent avoir des espaces justement où ils peuvent exprimer ces idées-là, les expérimenter et les développer. Ok, Yannick, merci. Non, c'est moi, Cédric. Merci beaucoup.